Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Bonjour à tous, je suis Clémentine de Butler et vous écoutez Horizon Durable, le podcast de Ports en Part dédié aux entreprises et aux investisseurs engagés qui façonnent une économie plus durable. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour faire avancer les consciences. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Chloé Moreau-Chupin, directrice générale de Florantaise, déléguée à la France et à la RSE. Florantaise, une entreprise basée à côté de Nantes, à Saint-Marc-du-Désert. Et vous êtes, je reprends vos termes, pionnier et leader du segment des terreaux bas carbone. Et surtout, le terme qui va nous intéresser aujourd'hui, des terreaux non tourbés. On va revenir sur Florantaise, votre entreprise, et sur votre innovation, l'hortifibre et la turbofibre, une alternative efficace à la tourbe dans la production des terreaux. Mais d'abord, pour planter un peu le décor, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la problématique à laquelle vous répondez, celle de la préservation des zones humides et plus particulièrement des tourbières. La tourbière, c'est une zone humide où la végétation en mourant s'accumule progressivement et forme de la tourbe, un sol qui est caractérisé par une très forte teneur en matière organique, pas ou peu décomposée en raison de la saturation en eau, et donc où le carbone reste captif. Comme les autres zones humides, ces écosystèmes, ces tourbières, abritent une biodiversité élevée, très souvent des espèces rares ou devenues rares, et dont les conditions de vie sont fragiles. Donc pour les plus utilitaristes d'entre nous, à quoi servent-elles ? Je vais vous donner quelques éléments de réponse que Chloé, je vous invite à compléter puisque c'est vous l'experte. Tout d'abord, elles jouent un rôle clé dans le cycle de l'eau, la rétention, le filtrage et l'assainissement de l'eau. Et ensuite et surtout, ce sont des puits de carbone. Donc il me semble, après quelques recherches, que les tourbières sont un levier extrêmement sensible dans l'atténuation du changement climatique, peut-être un peu au même titre que le permafrost dont on parle souvent, qui renferme des millions de tonnes de CO2 et que s'il venait à fondre, libérerait d'un coup une quantité de gaz à effet de serre qui viendrait augmenter la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Les tourbières, si je peux donner un chiffre assez marquant, elles représentent 3% de la surface de la Terre et pourtant elles enferment 30% du carbone captif de la planète. À titre de comparaison, toutes les forêts en enferment 2 fois moins. Et donc pour couronner le tout, ces écosystèmes mettent plusieurs milliers d'années à se former. Donc on comprend bien maintenant à quel point elles sont importantes, fragiles et extrêmement complexes à restaurer, et donc qu'il faut à tout prix les préserver. Alors Chloé, déjà, est-ce que j'ai bien décrit ce qu'était une tourbière ? Et ensuite, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la problématique autour des tourbières ? Elles ont été exploitées ou asséchées au fil des années, et c'était pour en faire quoi exactement ? Effectivement, tu as complètement compris le rôle d'une tourbière dans l'environnement. Il y a d'ailleurs le GIEC en 2022 qui a identifié la protection des tourbières comme l'arme à la disposition de l'humanité la plus utile pour contrer justement le réchauffement climatique. Les tourbières, les zones humides, c'est seulement 3% du globe. Pour autant, il y en a 47% d'entre elles qui sont déjà abîmées par l'extraction. Les zones humides sont extraites en fait pour 2 types de tourbes. Il y a la tourbe de chauffage, qui est un moyen de chauffage dans de nombreux pays, et du coup, par conséquence aussi, la tourbe horticole, qui est un produit, une matière première utilisée dans les terreaux pour notamment sa capacité à rétendre l'eau, mais aussi l'aération pour le drainage des plantes. Donc si on laisse quelques milliers d'années, ça devient du charbon, et si on laisse quelques centaines de milliers d'années, ça devient du pétrole. Donc effectivement, on est vraiment sur un matériau fossile. Et je me demandais au passage, le whisky tourbé, comment c'est produit ? Est-ce que ça a un impact négatif ? Alors les quantités sont mineures. D'ailleurs, c'est l'Irlande qui a un des premiers pays européens à avoir protégé ses zones humides, et notamment en arrêtant l'extraction de tourbe de façon industrielle. C'est le pays le plus avancé sur la protection de ces zones humides en Europe. Aujourd'hui, pour beaucoup de sujets liés à l'environnement, la réglementation évolue. Elle se durcit un peu partout dans le monde, alors même en Chine. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap sur ce point ? Effectivement, sur la partie Europe, 70% des tourbières devront être restaurées d'ici 2050. 30% d'entre elles devront l'être d'ici 2030. On parle plutôt à l'Europe aujourd'hui d'une taxe carbone sur les produits fossiles et le transport qui, par conséquence, rendra l'équation économique de la tourbe tellement mauvais qu'effectivement ça devra s'arrêter pour des raisons économiques. Par contre, c'est vrai que l'Irlande, l'un des premiers pays européens à avoir interdit l'exploitation de tourbes, c'est la Haute Cour de justice en 2019 qui l'a décidé, et également interdit de vendre des produits tourbeux d'ici quelques années.
L'Allemagne aussi en parle beaucoup, l'Angleterre. Chaque pays a un peu sa méthodologie. Et c'est vrai que, étonnamment, la Chine a décidé en 2022 de protéger l'entièreté de ses zones humides. Ou c'est sûrement pour des raisons écologiques, on n'y pense pas forcément, mais la Chine met des choses importantes en place. Et donc pour vous, Floranthèse, l'évolution de la réglementation représente plutôt une opportunité par rapport aux producteurs de terreaux classiques, puisque vous produisez des terreaux non tourbés, bas carbone. Donc on va revenir aussi sur le lien non tourbé et bas carbone. J'ai eu la chance avec des collègues de Ports-en-Par de venir visiter votre siège, site de production et de R&D à côté de Nantes. Le site se trouve lui-même à côté, il me semble, d'une tourbière. L'endroit était complètement recouvert d'eau. Est-ce que c'est cette proximité qui vous a donné l'idée de développer un terreau non tourbé ? Et en fait, c'est avant tout l'histoire de l'entreprise familiale, puisque l'activité première de l'entreprise, qui était l'extraction de sable en Loire, a été interdite pour des raisons écologiques. Il n'y a pas de substitut aujourd'hui au sable. Donc c'est vrai que mon père, en 86, a trouvé la tourbière de Mazerolle. Et du coup, sous la tourbière, il y a du sable, parce que toujours dans une zone humide, c'est drainé par du sable en profondeur. Et en fait, nous n'avons jamais obtenu l'autorisation pour le sable. Donc on est devenu fabricant de terreau un peu par hasard. Mais c'est surtout qu'il s'est dit que dans tous les cas, il allait avoir une interdiction d'extraire la tourbe, ce qui s'est passé en 2009. Mais bien avant cette interdiction-là, il a décidé avec ses équipes de chercher des substituts. Et c'est en 2000 que le premier substitut qui s'appelle Hortifib, qui est de la fibre de bois, qui permet de remplacer 50% de la tourbe dans les terreaux. On a continué notre R&D et puis en 2015, on a trouvé la turbofibre, qui elle est une fibre d'écorce de bois, donc c'est aussi un déchet de l'industrie du bois que l'on utilise, qui elle, la turbofibre, a des grandes capacités de rétention en eau. Et en fait, en combinant ces deux matières premières-là, on copie les caractéristiques techniques de la tourbe. Et les deux produits sont issus d'un même procédé industriel, qui est une machine de défibrage, qui hygiénise en plus la fibre de bois, donc qui la rend complètement apte à avoir notamment des mycorhizes utiles pour les plantes. Et donc voilà, c'est comme ça, c'est dès les années 2000, ça fait plus de 20 ans, que la stratégie bas carbone a connu le jour chez Floranthèse. Mais c'est poussé avant tout par l'histoire familiale, effectivement. Et quand on dit qu'ils sont bas carbone, donc est-ce que c'est bien en raison du CO2 évité en remplaçant la tourbe ? Et est-ce que vous jouez aussi avec d'autres leviers ? Je pense notamment dans un bilan carbone au transport des matières premières, le procédé de production. Effectivement, quand on calcule notre bilan carbone depuis 2009 en scope 3 avec vraiment la partie émissions et fin de vie du produit. Il faut savoir, là, pour Floranthèse, nous, c'est 55 000 tonnes de carbone émis par an. Le scope 1, ça représente 16%. C'est plutôt la partie directe de notre industrie. Le scope 2, c'est l'énergie, c'est seulement 1%. Mais par contre, le scope 3, celui que souvent on oublie, nous, c'est plus de 80% de nos émissions. Et c'est là où on retrouve justement le carbone émis par la tourbe et sa fin de vie. On s'est rendu compte en 2009 que c'était le transport. À l'époque, on avait 3 usines en France. Le transport, c'était 42% de nos émissions carbone. Donc, on a investi, on a acheté jusqu'à 9 usines en France, ce qui nous a permis justement de réduire ce poste considérablement. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la tourbe, c'est seulement 30% de notre matière première, mais c'est 46% de nos émissions carbone. Donc, c'est énorme. C'est beaucoup plus que le transport, c'est beaucoup plus que le plastique qu'on utilise dans nos sacs. C'est conséquent. Donc, on continue toujours à développer nos substituts et on essaye aussi de donner envie aux autres pays du monde, notamment en louant nos équipements, de trouver des substituts à la tourbe pour des raisons écologiques et évidemment aussi économiques. Et peut-être on creusera aussi la partie impact de Floranthèse ensuite, mais j'aimerais bien comprendre avant ça à quoi ça sert le terreau et qui l'utilise, qui sont vos clients. Alors le terreau, donc c'est un support de culture, c'est souvent utilisé pour cultiver hors sol, contrairement à l'agriculture. Nous, on a 2 marchés, en France, il y en a 2. Ce qu'on appelle le grand public, c'est plutôt les distributions qui vont ensuite commercialiser auprès des particuliers, où on retrouve les grandes surfaces alimentaires, bricolage, jardinerie, ou encore libre-service agricole. Nous, chez Floranthèse, cette partie-là, c'est 60% de notre activité. 1 sac sur 5 vendu en France vient de chez nous, mais vous ne le savez pas forcément parce qu'en fait, on est leader sur les marques de distributeurs. On fabrique pour les marques de nos clients. Et le second marché, c'est ce qu'on appelle le professionnel, où là, c'est en France aussi, mais également pour nos usines chinoises, c'est le secteur principal, où là, on va retrouver les horticulteurs, les pépiniéristes, les maraîchers,
les distributeurs et bien sûr tout ce qui est végétalisation des villes avec notamment les chantiers urbains. Nous, on a pu faire des beaux chantiers comme la végétalisation des Halles de Paris, mais aussi la Fondation Louis Vuitton ou encore le Zoo de Vincennes. Ça, ce sont des marchés évidemment à fort développement, ça c'est sûr, notamment avec le réchauffement climatique. Donc c'est ces deux marchés-là sur lesquels Florantaise est, avec la qualité professionnelle avant tout. Est-ce que c'est compliqué de changer les habitudes des clients qui peut-être voient dans la tourbe des propriétés particulières et comment vous y prenez? Pour beaucoup, le terreau, c'est de la terre, ou le terreau, ça doit être noir et lourd, parce que la tourbe, c'est noir et lourd. Nous, l'idée, c'est de révolutionner un peu ces façons de penser, et notamment, puisque nous, nos terreaux sont plutôt légers et couleur bois, plutôt marron ou beige. Et voilà, l'idée, c'est de changer un peu les choses. Le bilan carbone, notamment l'éco-score, c'est des atouts qu'on a dans notre poche qui nous permettent de faire comprendre l'intérêt aux consommateurs. Par contre, c'est vrai que pour le côté professionnel, hein, les entreprises sont de plus en plus douées à calculer leurs empreintes carbone. Donc, c'est vrai que nos terreaux, ils ont un impact direct, sans compter évidemment les villes ou les collectivités qui ont le devoir de plus en plus d'acheter des terreaux, notamment écolabellisés. Cet écolabel, c'est aussi le moyen d'être assuré d'avoir des terreaux sans tourbe, donc notamment sur la partie végétalisation urbaine. Voilà, ils nous font confiance et puis on a l'avantage aussi d'avoir ce centre R&D en interne depuis 2012 qui nous permet de faire venir nos clients pour leur montrer la qualité d'un terreau sans tourbe qui est la même pour la plantation des plantes qu'un terreau tourbeux. Donc par contre, ça permet effectivement de baisser de 20 à 50% les émissions carbone par mètre cube. Donc c'est non négligeable. Et aujourd'hui, la majorité des terreaux vendus sont tourbés, si je ne me trompe pas. Tous les grands acteurs qui commercialisent ces terreaux vont devoir eux aussi anticiper la réglementation ou s'adapter. Comment le marché va évoluer selon toi et comment vous êtes positionné dans ce marché? C'est un marché concurrentiel, hein, c'est un gros marché, les supports de culture dans le monde. Faut savoir déjà que 60% des matières premières utilisées pour faire du terreau dans le monde, c'est de la tourbe, et que la majorité, voire même la totalité de nos concurrents sont des tourbiers. Donc ils ont des sites d'extraction de tourbe. Eux ont évidemment pas forcément envie que ça s'arrête, puisque économiquement, ça leur permet de gérer aussi leur approvisionnement en matières premières. Pour autant, pour la partie européenne, en tout cas, la taxe carbone va forcément faire changer les choses, c'est inévitable. Nous, ce qu'on souhaite, et c'est justement notre second modèle économique, c'est de louer nos machines pour défibrer le bois. Les forêts, il y en a partout, souvent beaucoup plus proches que les tourbières. Il y a deux grandes zones dans le monde où la tourbe est extraite, c'est les pays baltes pour l'Europe et la Chine, et le Canada pour la partie États-Unis. Et par contre, la tourbe, les terreaux sont plutôt fabriqués dans le sud de l'hémisphère nord. Donc, en plus de l'extraction de la tourbe, il y a aussi l'impact transport. Je sais qu'aux États-Unis, les forêts, il y en a beaucoup, notamment au sud de l'hémisphère nord. Et donc, rien qu'avec des moyens économiques, nos fibres de bois sont plus compétitives que la tourbe. Donc c'est vrai que c'est des atouts qui nous permettent de nous faire connaître, et on arrive assez facilement en fonction de soit du point de vue économique, soit du point de vue écologique, à réussir à insuffler cette stratégie bas carbone pour l'industrie mondiale du terreau. Donc nous, on souhaite évidemment qu'il y ait une prise de conscience. Ça se fera aussi par le particulier, par celui qui consomme le terreau. Il y a quand même 9 Français sur 10 qui ont acheté une plante en 2022. Donc on touche presque tout le monde finalement. Et puis il y a ce potager nourricier qui est quand même un retour au basique, qui nous permet de nous dire qu'on peut atteindre tout le monde ici. Et puis c'est en évoquant ces thématiques sur les terreaux tourbeux qu'on fera peut-être changer le consommateur. On l'espère. Et Florantaise, vous êtes une entreprise française, on l'a dit. Pour autant, vous avez une stratégie de développement à l'international, notamment en Chine et aux États-Unis. Quelles sont vos ambitions dans ces deux pays? Est-ce que vous visez aussi d'autres pays? Et ensuite, deuxième question liée à ce développement, comment vous comptez rester bas carbone tout en vous développant à l'international? Alors c'est vrai que l'international, donc ça a commencé en 2016. On a décidé de monter des usines en Chine, puisque le secteur en Chine, en fait, il n'y a pas de fabricants de terreaux sur le sol chinois. C'est seulement des Européens qui viennent importer en Chine des terreaux prêts à l'emploi.
Nous, on s'est dit, dans un container, on arrive seulement à mettre 120 mètres cubes de terreau. Et nous, on s'est dit, et si nos fibres en France, on les optimisait, on les compressait et on les envoyait en container en Chine pour ensuite les fabriquer sur le sol chinois. Et en fait, on arrive à mettre plus de 800 mètres cubes de fibres de bois dans un container. Donc ici, c'est comme ça que la stratégie, elle s'est mise en place en Chine. On a maintenant 3 usines sur le sol chinois. L'idée, c'est d'aller conquérir les 5 grandes régions horticoles de ce pays, pour notamment essayer de raisonner encore avec une stratégie bas carbone là-bas. Le gouvernement a promu la culture hors sol, donc ce qui fait que pour nous, fabricants de terreau, c'est des vraies retombées. Il y a une forte demande, c'est rigolo, mais on fait des terreaux notamment pour produire de la myrtille. On se rend pas compte, mais les Chinois consomment pas mal de myrtille. Donc tout ça hors sol, c'est des pépinières qui sont excessivement grandes par rapport à ce qu'on peut connaître en Europe. Ici, on fabrique en France nos matières premières et on les envoie en Chine pour ensuite les remélanger en Chine pour le marché local. Donc ici, on travaille surtout avec les frais de retour de bateaux qui sont plutôt plus remplis à l'aller qu'au retour. Donc au niveau carbone, on occupe finalement ces bateaux-là. Donc ici, on maîtrise plutôt bien notre impact. Et puis concernant les États-Unis et d'autres pays européens, là c'est le second modèle, plutôt la location de machines à confrères, où là du coup on va venir louer nos machines, nos équipements et notre savoir à des fabricants de terreau, puisqu'on n'a pas la volonté d'aller monter des usines partout dans le monde. La fabrication du terreau étant un marché mûr, il faudrait beaucoup de moyens pour venir concurrencer nos concurrents sur leur pays. Autant leur donner les moyens d'avoir des équipements comme les nôtres pour pouvoir produire des terreaux bas carbone. Et donc, l'international, évidemment, c'est des marchés en forte croissance. Il y a 7 ans, ça n'existait pas chez nous. Les locations de bivis, on envisage bien le démocratiser. L'évolution du prix sur la tourbe nous permet aussi d'être plus compétitifs. Et puis, plus ça ira, plus les tourbes vont devenir rares. Et donc, si les autres fabricants de terreau veulent survivre, ils vont pas avoir le choix de trouver des substituts. Donc c'est vrai que nos deux matériaux hortifibre, turbofibre sont brevetés dans le monde et on copie parfaitement les caractéristiques techniques de la tourbe. Il y a seulement deux produits qui peuvent remplacer la tourbe dans un terreau, c'est la fibre de coco, qui vient essentiellement d'Inde et du Sri Lanka, donc dans tous les cas, fait beaucoup de voyages, mais qui est issu de l'économie circulaire, puisque c'est un déchet. Et puis, il y a la turbofibre, qui est fabriquée par Florentez et brevetée. Donc, c'est vrai qu'hormis ces 2 produits-là, aujourd'hui, sur le marché, il n'existe rien. Ce qu'on s'efforce, c'est justement trouver encore d'autres substituts. On a notre Santé R&D et nos 11 ingénieurs agronomes qui recherchent ça. Ça peut être de nouvelles essences de bois, ça peut être de nouveaux produits pour remplacer progressivement. On travaille beaucoup avec des produits issus de l'économie circulaire, pour notamment progressivement remplacer par exemple la pouzzolane, qui est une pierre volcanique, et essayer de trouver ici remplacement de cette matière première-là. Et puis on travaille évidemment sur aussi tout ce qui est engrais chimiques. Comment se passer du chimique, qui est un vrai sujet où la réglementation va aussi être renforcée ici. Très bien. Et en tant que directrice RSE, donc tu disais que tu as travaillé sur votre bilan carbone depuis plus de 10 ans, depuis 2009, donc assez tôt en fait par rapport à beaucoup d'entreprises du segment PME-ETI. À l'époque, est-ce qu'il existait déjà des outils comme ceux de l'ADEME ? Comment vous vous y êtes pris ? Vous étiez peut-être un peu tout seul pour le moment à faire ça ? Et justement, on a travaillé beaucoup avec l'ADEME parce que comme on était précurseur là-dessus, c'est avec l'ADEME et Florentez qu'on a trouvé le calcul du poids carbone de la tourbe. C'est ensemble que nous avons réussi à le mettre en place. Voilà, aujourd'hui, nous, on fait notre bilan carbone en interne avec une matrice interne, mais on le publie chaque année sur l'ADEME. Moi, je pense que pour l'environnement, il faut savoir être transparent. Et puis, c'est vraiment insister sur ce scope 3, qui est, pour nous, c'est flagrant, c'est 80% de nos émissions. Il faut le communiquer parce qu'en plus, c'est en calculant, ça nous permet tout de suite de mettre des actions là où elles sont impactantes. On pourrait croire que le plastique qu'on utilise, c'est le plus mauvais pour l'environnement, mais en fait, c'est 4% de nos émissions carbone, le plastique. Donc, l'idée, c'est aussi de mettre des actions en place qui ont réellement des impacts. On en parlait tout à l'heure sur le transport, mais ça, pour le coup, ça a été un impact important. Aujourd'hui, on capte nos matières premières dans des rayons de 200 km et on commercialise aussi dans ces mêmes rayons-là. Donc, même pour nos clients, ça a du sens. Et on est presque en local, finalement.
on arrive à le mettre en place. Le bilan carbone, c'est indispensable. Il n'y a pas que l'environnement, évidemment, dans notre politique RSE, parce que l'humain aussi, le social, est très, très important pour nous. On fait beaucoup d'enquêtes aussi bien-être et je pense qu'en fait c'est ce qui motive aussi nos collaborateurs à venir chez nous finalement. Le fait d'avoir un métier à sens, on reste une industrie et pour autant on essaye au mieux de respecter l'environnement. 3 valeurs qui sont plébiscitées par nos collaborateurs, c'est en premier l'environnement, le second c'est l'humain et le troisième c'est l'innovation. On est content de pouvoir aussi les emmener et puis qu'ils nous aident à développer ces démarches-là. C'est des beaux challenges qui ont du sens. Et maintenant que vous êtes rodé à l'exercice sur la partie carbone, est-ce que vous commencez à regarder la partie biodiversité, donc les pressions que vous exercez ou les dépendances que vous avez vis-à-vis de la biodiversité ? Alors peu, parce qu'en fait c'est vrai que comme on agit essentiellement à l'échelle française, nous on a la dernière tourbière française qui va prendre fin en 2026. Donc en fait ça se mesure peu. Souvent les tourbières qu'on a exploitées, qu'elles soient en région nantaise ou dans la Manche, ce sont des tourbières qui ne nous appartiennent pas. Donc en fait, on a du mal à aussi pouvoir les valoriser, faire des inventaires. Par contre, on a aussi agi dans le marais de Brière qui se trouve autour de Saint-Nazaire et on s'est rendu compte qu'après notre passage, il y a un établissement de surveillance de la biodiversité qui s'est rendu compte qu'après nos passages, en fait, le milieu se referme. Et quand le milieu se referme, l'écosystème s'en va. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, il faudrait presque trouver un juste milieu entre l'exploitation comme elle se fait notamment au Canada ou dans les pays baltes, c'est-à-dire qu'on vient complètement assécher la zone humide pour ensuite la creuser sur plusieurs mètres de profondeur. Nous, ce qu'on fait d'ailleurs dans la Manche et ce qu'on a fait aussi en Brière, mais aussi dans le marais de Mazerolles à côté de Nantes, c'est qu'en fait, on extrayait sous eau. Donc c'est vrai que l'impact sur l'environnement, il est moindre. Alors c'est sûr, on allait beaucoup moins profondément, mais ça, c'est pas grave. L'idée, c'est aussi de travailler avec l'écosystème. Je vois le marais de Saint-Marc-du-Désert, depuis qu'on a arrêté en 2009, il est envahi de plantes invasives. Les ragondins ont complètement pris la flore comme espace de jeu, et ce qui fait que les digues s'effondrent, donc il n'y a plus non plus de protection. C'est vrai qu'il y a sûrement un entre-deux. Aujourd'hui, on évolue peu la biodiversité parce qu'essentiellement, ce sont pas nos terres. Donc c'est vrai qu'on a du mal à avoir l'autorisation d'aller faire des diagnostics là-bas. Mais les retombées qu'on en a, c'est plutôt qu'après l'extraction, le milieu se referme pour ce qui est de la France. Après, pour ce qui est des grosses zones d'extraction, non, on n'y va pas. On n'est pas soumis à consultation ici mais ce serait intéressant de pouvoir avoir un peu plus de données là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que les zones humides, c'est 3% du territoire, comme tu l'as dit, mais c'est aussi 50% de la biodiversité mondiale qui y vit. Donc, la reconstruire, c'est un peu utopique, parce qu'on se dit que ça va être compliqué quand même de restaurer tout ça. Oui, c'est intéressant ce que tu disais parce que effectivement, il ne suffit pas de partir et de laisser le territoire en friche se reconstruire de lui-même. Il a été de toute manière perturbé et c'est un sujet qu'on creuse aussi chez BNP par ailleurs. On a investi dans un fonds qui s'appelle le Printemps des Terres et qui restaure en fait des zones, alors pas que zones humides, mais aussi agricoles, forestières, qui ont été dégradées et qui les restaure notamment avec l'action de l'homme puisque ils œuvrent pour la réinstallation d'agriculteurs ou de jeunes agriculteurs et qui vont, de par leurs pratiques respectueuses de l'environnement, maintenir en vie en fait ces zones-là. Et je posais aussi la question sur la biodiversité à l'occasion de la sortie des premières recommandations de la TNFD, donc la Task Force for Nature Related Disclosure. Pour rappel, c'est un groupe de travail qui a publié des recommandations pour les entreprises et les institutions financières afin de leur permettre d'évaluer et de communiquer sur les enjeux liés au capital naturel. Dans la continuité de ce que tu viens de dire, effectivement, le reporting sur la biodiversité est encore peu mature et en phase de développement par rapport à tous les sujets plus climatiques et CO2. Et toujours oui, sur le sujet reporting, comme je suis analyste ESG, c'est un peu mon prisme. La petite question sur la CSRD. Pour une entreprise comme Florantaise, donc la date d'entrée en application, il me semble que c'est 2028-2029. Et est-ce que c'est des contraintes de reporting qui vont être aisément absorbées par une entreprise comme Florantaise ou est-ce que ça représente un gros challenge ? Comment vous le sentez et est-ce que vous avez déjà même regardé le sujet ?
Alors nous, on a déjà commencé. On s'était même arrêté sur 2026, donc on travaillait déjà dessus. Alors c'est vrai que nous, on a des données qui sont assez faciles à trouver. Bon, la partie économique, bien sûr. La partie environnementale, c'est pareil, hein, on est complètement capable de sortir nos émissions, de sortir pour la partie sociale aussi, notre indice homme-femme. On a pas mal déjà d'indicateurs aujourd'hui. Ça va être plutôt être de la mise en forme finalement. Donc on s'y prépare déjà. On a déjà travaillé aussi avec Etifinance qui reprend un bon nombre d'indicateurs dans le cadre de notre introduction en bourse et ça nous a permis voilà, déjà de nous y essayer. On attend vivement les indicateurs pour nos industries, mais c'est pas avec appréhension. Forcément, ce sera du travail en plus puisqu'il n'y a personne aujourd'hui qui s'en occupe concrètement, mais ça va être plus de la collecte de données qui est déjà existante et pas forcément de la création d'outils comme d'autres industries vont devoir faire finalement. Enfin, Chloé, donc j'aimerais revenir sur ton parcours. Donc pour nos auditeurs, j'aimerais rappeler que j'ai en face de moi donc une jeune dirigeante d'une grande PME avec combien d'employés déjà ? On est 245 dans le monde. 245 employés, voilà, présente à l'international. Donc on peut quand même reconnaître que c'est un beau parcours. Une jeune dirigeante comme ton frère aussi, qui est à la direction, comme toi, de Florantaise. Du coup, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours jusqu'à aujourd'hui et puis sur cet aspect familial que je trouve intéressant ? Quelle place a eu Florantaise dans votre famille ? Est-ce que vous parliez de tourbe et de terreau à tous les dîners ? Et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de porter et de faire perdurer cette belle réussite familiale ? C'est marrant parce que tu poserais la même question à mon frère, je pense qu'on n'aurait pas la même réponse. On n'a pas du tout eu les mêmes envies professionnelles. Moi, mon projet, c'était avant tout de travailler en alternance, en fait, pour être vite autonome. Donc, j'ai fait tout un parcours dans la gestion en alternance chez Florantaise, puisqu'à l'époque, j'ai eu du mal à trouver un apprentissage. Puis dans le commerce, moi, il faut savoir qu'à 18 ans, je savais que mon père était PDG, mais je savais pas du tout ce qu'il faisait comme métier. Je connaissais pas non plus l'histoire du sable avec mon grand-père, contrairement à mon frère qui lui avait pris beaucoup plus de renseignements que moi. Je savais juste que je le voyais pas beaucoup comme de nombreux chefs d'entreprise. Et puis voilà, c'est en commençant, en fait, j'ai fait un peu tous les postes chez Florantaise pendant mes premières années d'études. Et c'est ensuite, je me suis confortée dans le commerce où j'ai été en charge notamment des sablières. Donc le métier historique pendant 7 ans, j'ai été directrice d'activité là-bas. Et c'est vraiment l'aventure humaine et la production qui m'ont donné envie. C'était du concret, ça m'a vraiment captivée. Et puis arrivé en 2018-2019, je commençais un peu à avoir fait le tour de l'activité. Et puis l'impact environnemental, en fait, ça commençait à me titiller. J'avais envie d'un projet un peu plus impactant, un peu plus d'importance. Et c'est là que mon père m'a proposé le poste à la RSE au sein de l'activité terreau en plus de mes fonctions. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite captivée. Et j'ai conforté ça en faisant un certificat Audencia reprise d'entreprise familiale en 2019. Et là, ça m'a donné envie. J'ai été maman aussi fin 2019, donc tout ça m'a aussi donné fortement envie d'avoir un impact. Et c'est en 2020 que j'ai attaqué le poste de directrice générale pour la partie France, avec entre autres les 9 usines françaises à gérer. Voilà, c'est passionnant, c'est impactant. Il y a beaucoup d'améliorations continues. Voilà, il y a encore quelques années, on était une petite PME, on croît très très vite et donc c'est voilà tous ces sujets d'amélioration continue qui me boostent. Le fait aussi de voir les collaborateurs contents que ça perdure dans la famille. Mon père dit souvent que lui et moi, on a le même parcours. J'ai commencé à 21 ans, lui aussi a commencé à 21 ans, sur les mêmes postes, avec les mêmes missions. Donc, c'est drôle. Par contre, c'est vrai que l'aventure familiale, c'est pas si facile qu'on pourrait y croire, hein, évidemment. Beaucoup pensent que c'est être né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais pas du tout. C'est mêlé aussi, relations personnelles avec relations de travail. Moi, j'appelle mon père papa sur mon lieu de travail. Mon frère, je travaille avec lui, ça reste mon frère. Donc, c'est mêler tout ça, travailler en équipe aussi en famille, c'est autre chose. Mais non, il y a un mot d'ordre, par contre, c'est à la maison, on n'a pas le droit de parler au boulot. J'ai une maman qui a jamais été mêlée à l'entreprise familiale, donc c'est important. Et puis j'ai un petit frère aussi qui n'est pas dans l'entreprise et on a ces règles-là quand on se voit sur le lieu familial, on ne parle pas boulot, c'est important. Et voilà, c'est tous ces sujets surtout à impact qui me motivent en tout cas aujourd'hui à reprendre la société. On est très complémentaires avec mon frère aîné et ce qui fait qu'on arrive à bien travailler ensemble. Exigeant et passionnant. Eh bien, merci beaucoup Chloé d'avoir répondu à mes questions. On va suivre attentivement la suite de l'histoire florantaise que vous allez continuer d'écrire. Donc, je vous souhaite beaucoup de réussite.
Avec plaisir, merci beaucoup Clémentine. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse portsempart@bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.